Grand-maman, c'était ce genre de femme qu'on voyait jamais la main vide. Elle avait toujours une cuillère, un couteau, un outil pour réparer quelque chose qui avait été cassé, un pansement pour soigner un enfant qui venait de se faire mal, une pile de linge à plier ou à ranger. C'est ce genre de femme-là, grand-maman. Et ce jour-là, grand-maman, elle s'est arrêtée et elle a regardé en arrière. Le milliard de choses, ou les 3 milliards de choses qu'elle avait faites dans sa vie, toutes jusqu'au bout, toutes parfaitement faites. Et puis, elle s'est dit qu'il était venu le temps. Que le moment était venu d'écrire ce nombre de choses parfaitement faites jusqu'au bout qu'elle avait accomplies dans sa vie. Et quand elle a eu écrit dans sa tête presque tous les chiffres, qu'elle est arrivée au chiffre des dizaines, elle s'est aperçue qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle inscrive le zéro final. Alors grand-maman, elle a enlevé son tablier qu'elle ne quittait jamais, elle l'a suspendu là sur une chaise, elle a posé tout ce qu'elle avait dans les mains et sans rien dire à personne, elle est montée au 3e étage, là où il y avait sa chambre. Elle a poussé la porte, le plancher a grincé, elle s'est assise au bord du lit. Elle a contemplé encore une fois ce milliard ou ces 3 milliards de choses qu'elle avait accomplies dans sa vie. Et puis, sans dire une parole, elle s'est étendue sur le lit. Elle a remonté là jusqu'au menton ce drap blanc un peu épais, un peu rêche, jusque là. Et puis après, elle a remonté aussi l'édredon dans son enveloppe de coton blanc, immaculé, pour chasser le froid. Parce que voilà un moment déjà que le froid était entré en elle. Et puis, une fois qu'elle a eu fait ça, elle a fermé les yeux, prête à écrire ce zéro final. Et puis là, allez savoir comment, allez savoir pourquoi, dans la maison, soudainement, tout le monde a compris, tout le monde a su que grand-maman était en train de s'en aller. Alors tout le monde est monté, et bientôt, là, autour du lit, il y a eu toute la famille. Elle a réouvert les yeux, elle a regardé chacun. L'un d'entre eux a dit « Mais grand-maman, c'est pas correct ce que vous faites. C'est pas correct ce que vous faites, grand-maman. Parce que là, vous partez sans rien dire, mais comment on va faire, nous, dès demain, pour faire tout ce que vous faites, grand-maman? Il aurait fallu nous donner un préavis. Il faudrait nous donner un préavis d'1 an au moins, pour qu'on ait le temps. Comprenez, grand-maman ?» Elle a souri. Et puis, elle n'a pas relevé. Elle a juste appelé Tom, le plus petit de ses arrière-petits-fils, Tom Spaulding. Viens là, Tom. Tom avait les yeux un peu humides. Elle lui a dit, mais Tom, je voudrais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais, Tom, que chez les marins des mers du Sud, il arrive un moment où chacun d'entre eux se rend compte que le vent ne soufflera plus pour lui? Est-ce que tu sais que pour les marins des mers du Sud, il arrive un temps où ils se rendent compte que leur bateau ne quittera plus jamais le port? Eh bien, lorsqu'ils se rendent compte de ça, est-ce que tu sais ce qu'ils font, Tom? Non, non, grand-maman. Eh bien, je vais te le dire. Quand ils se rendent compte de ça,
Ils appellent leurs amis, ils les remercient. Ils les remercient pour tout ce bon temps qu'ils ont partagé ensemble, pour tout ce que ces amis-là leur ont offert. Ils les remercient pour ce qu'eux ont pu leur offrir et qu'ils ont accepté. Et quand ils ont fait ça, ils s'en vont. Mais peut-être que toi, Tom, un jour tu te rendras compte de ça. Tu sais, quand tu vas au cinéma, là, tous les samedis soirs, qu'on envoie ton père te chercher parce que tu traînes un peu lorsque la séance est finie, peut-être qu'un jour tu te rendras compte que les cow-boys que tu regardes, qui chassent toujours les mêmes Indiens, qu'ils tirent toujours les mêmes coups de feu, que ces Indiens-là leur envoient toujours les mêmes flèches sur les mêmes chevaux. Un jour, tu te rendras compte de ça, et quand tu te rendras compte de ça, tu sauras. Tu sauras qu'il est temps d'arrêter. Va maintenant. Tom s'est retiré. Il était courageux. Il avait envie de pleurer, mais il n'a pas pleuré. Douglas, viens voir. Douglas, c'était l'aîné des arrière-petits-enfants. Viens voir Douglas. Mais avant qu'elle ait pu lui parler, Douglas a pris la parole et lui a dit « Mais grand-maman, comment est-ce qu'on va faire le printemps prochain ? Comment est-ce qu'on va faire le printemps prochain lorsque sera venu le temps de réparer les bardeaux du toit ? C'est toujours vous qui faites ça, grand-maman. » Depuis qu'on se souvenait avoir habité dans cette maison, tout le monde se souvenait qu'au printemps, lorsqu'on pensait entendre le pivert toquer sur le toit, c'était pas le pivert, c'était grand-maman qui était déjà sur le toit avec une poignée de clous dans la bouche, son marteau à la main, en train de remettre les bardeaux en place pour la saison prochaine. C'était grand-maman qui était là-haut sur le toit à contempler la ville. Douglas, écoute-moi bien, je vais te confier une mission pour le printemps prochain. Vois-tu ce que tu auras à faire, Douglas? Ça sera de trouver qui va me remplacer là-haut sur le toit. Tu demanderas à chacun de ceux qui sont là autour du lit. Et quand tu verras quelqu'un te sourire en pensant au travail qu'il y a à faire là-haut, tu sauras. Tu sauras que c'est la bonne personne. Parce que ce travail, il faut le faire avec plaisir. Alors tu lui confieras ce travail. Parce que une fois qu'on est là-haut, on voit toute la ville, là en contrebas. On aperçoit même l'horloge du palais de justice. Et parfois on voit aussi dans la plaine un train passer et siffler en allant vers des villes que nous ne connaîtrons jamais. Et puis parfois on rencontre le pivert. Et pour un seul de ces menus plaisirs, un seul de ces menus bonheurs, Douglas, je te le dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être là-haut. Elle a regardé tour à tour chacun de ceux qui étaient là. Elle leur a dit, voilà ce que vous devrez faire demain. Dès demain, vous devrez penser à ce que vous allez faire à ma place. Inutile demain de chanter mes louanges. Je ne suis pas humble. Mes louanges, je les ai chantées toutes seules. Je n'ai pas besoin de vous. Et puis demain, inutile de pleurer, parce que vous savez ce que je ferai demain matin. Demain matin, à la première lueur de l'aube, je me lèverai. J'aurai à nouveau 10 ans. J'irai courir par les chemins. Alors ne pleurez pas. Et demain, choisissez ce que vous ferez à ma place. Allez maintenant, laissez-moi. Personne n'a rien ajouté. On a entendu le plancher grincer, on a entendu une porte s'ouvrir, une porte se refermer, et grand-maman est restée là toute seule. Elle a retiré le drap un peu raide, un peu rêche, vous savez, celui qui gratte un peu.
jusque sous le menton. Et puis après, elle a tiré cet édredon dans son enveloppe de coton blanc immaculé. Elle a fermé les yeux, elle s'est préparée, et c'est là que le rêve a commencé à revenir. Toute sa vie, elle avait fait un rêve. Toute sa vie, elle avait fait un rêve qui l'avait rendue heureuse. Le rêve de quand elle était née. Et elle a senti que le rêve était prêt à revenir. Alors elle l'a appelé. Elle a écouté en bas dans la maison, les bruits avaient repris. Elle s'est dit, c'est bien, je peux partir, tout est en ordre. Et elle a appelé le rêve. Mais le rêve n'est pas venu comme ça, en une seule fois. Non. Le rêve, il est venu par vagues. Vous savez, comme ces vagues qui se cassent au loin dans l'océan et qui mettent une éternité à arriver jusqu'à la grève, et puis qui s'en retournent lentement à la recherche et à la rencontre d'autres vagues. Le rêve de sa naissance, de voilà 90 ans déjà en arrière, le rêve est arrivé par vagues, et peu à peu, il s'est reconstitué, le rêve. Et quand la dernière vague est arrivée, que le rêve a enfin été complet et que la dernière vague est repartie vers le large, elle a emporté grand moment avec elle.